Et puis, de toute façon, nous sommes sur une chaîne de... Vous avez travaillé avec Baglis à un moment donné? Baglis TV? Non. Non, vous ne connaissez pas? C'est dommage, ils auraient dû vous contacter. Mais peut-être qu'ils vont le faire à la suite de notre entretien, j'ai l'impression. Parce qu'il faut dire, ah, on a manqué Madame Béduno. Alors donc, Madame Béduno, moi je vous connais au départ comme astrologue, parce que j'ai vu que vous aviez une notice, que vous m'aviez d'ailleurs fait parvenir probablement à l'époque, quand j'avais fait un appel à tous les astrologues en leur demandant de me faire parvenir par fax notamment leurs textes, que j'avais recopié. En fin de compte, ce guide astrologique est surtout on inscrivait ce que les gens nous envoyaient en fait. Oui, oui, puis là je reconnais mon style dans la façon C'est pas moi, d'écrire. c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais, bon, mais effectivement, vous êtes une chercheuse en astrologie. Vous avez, alors on va essayer de faire le point. Alors, vous avez des idées sur la domification particulièrement? Oui, alors ça c'est surtout mon compagnon Pascal. Pascal qui avait repris toute la question. Lui c'était le mathématicien. Disons qu'à tous les deux c'était les sciences dures et les sciences molles, ou les sciences inhumaines et les sciences humaines, comme on veut. Oui, donc il s'était reposé la question de la domification, parce que Placidus a quand même gros défaut. C'est les latitudes polaires? Exactement. En plus, si on remonte plus loin dans le temps, on s'aperçoit qu'il y a eu d'autres systèmes de domification. Certes. Donc quand on fait le tour de ces systèmes, et qu'on se pose la question, mais au fond, de quoi on nous parle, on s'aperçoit qu'il y a deux invariants qui sont l'ascendant et le milieu du ciel, avec évidemment leurs points axiaux. Oui, bien sûr, oui. Et que tout le reste, ça bouge. C'est les trisections. D'un système à l'autre. Et que donc, tout le problème était de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on domifie. Et c'est là où Pascal était arrivé à dire, mais il y a 13 systèmes possibles de domification. Donc Placidus, mais c'est le moins intéressant. D'accord. Et il avait écrit un logiciel qui nous permettait de sortir les 13 domifications. Et qu'est-ce qu'on pouvait en faire? On les utilisait tous? Ben, on pouvait les utiliser tous, mais je préfère, pour moi, c'est plus... je préfère me focaliser sur l'ascendant, le milieu du ciel, sur les grands axes, et considérer que les maisons intermédiaires ont du flou. Donc j'en compare en général 3 ou 4. Oui. Pour arriver à dire, bon ben voilà, là une planète va être active un peu dans 2 domaines à la fois, ou alors elle est active dans un domaine, toujours le même, quel que soit le système de domification. Alors revenons à la question essentielle pour l'astrologie. Qu'est-ce qu'étudie l'astrologie? Tout. Non, mais d'accord, mais enfin, oui, non, mais d'accord, mais est-ce qu'elle a des choses qui lui sont propres et que n'ont pas d'autres disciplines justement? Qu'est-ce qui fait sa spécificité, autrement dit? Alors, effectivement, il y a ceux qui disent qu'elle étudie tout et qu'elle utilise la totalité du ciel pour comprendre la totalité de l'humain. Bon, ça c'est un discours qui existe. Mais il y en a d'autres qui disent au contraire qu'elle n'étudie que certaines choses bien précises et qu'elle ne se sert que de certains éléments astronomiques bien précis. Il y a effectivement deux écoles tout à fait. Je crois qu'il faut serrer les problèmes.
un alchimiste dira que tout l'univers se reflète dans son creuset. Et je crois que l'astrologie, idéalement, nous permet de déchiffrer dans le creuset humain le reflet de tout l'univers. Sauf que notre esprit est limité, notre langage est limité, nos modes de calcul sont limités, et que donc on ne pourra en exprimer qu'une partie. Et ensuite, ça va dépendre beaucoup de l'astrologue lui-même et de la... Au fond, ça dépend aussi des questions qu'on pose à l'astrologie. Et chaque astrologue a son mode de questionnement. C'est aussi le questionnement de celui qui vient consulter l'astrologue. Qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut. Donc il va aller voir tel ou tel astrologue selon ce qui est le plus, je dirais, sa spécialité. Mais idéalement, si un astrologue total pourrait déchiffrer effectivement tout l'univers dans tout l'humain, tout le macrocosme dans le microcosme. Vous pensez que c'est ça qui définit la croyance astrologique? Cette idée de savoir illimité. Qu'est-ce qui vous... Je n'aime pas parler de croyance. C'est un mot que j'évite. Mais d'accord, mais enfin je l'emploie délibérément, parce qu'on a l'impression que c'est une profession de foi à la limite. On veut croire qu'il y a une science qui peut tout comprendre et tout expliquer. Ou que du moins, tout ce qui existe peut être compris idéalement, même si on n'y arrive pas. Voilà, le problème, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qui est potentiellement ou idéalement, et puis les limites inhérentes. Oui, mais il y a quand même cette idée d'avoir besoin de croire que c'est possible, virtuellement en tout cas. Et là, excusez-moi, je reviens à un de mes dadas, le côté un peu technologique. On a l'impression, quand on regarde comment les astrologues travaillent, parce que moi je vous dis tout de suite, je ne suis pas un astrologue au sens classique du terme, donc j'ai de la distance par rapport à ces questions-là. Il y a un côté très mathématique, très technique, un transit qui passe sur une planète, natale, etc. Il y a un imaginaire extrêmement mathématique, je trouve, chez les gens qui font l'astrologie. Alors il y a les deux. Il y a les deux. C'est certain qu'on ne peut pas, pour établir un thème natal par exemple, on ne peut pas se passer de mathématiques, c'est de l'astronomie pure. Oui, mais de croire que justement l'être, si c'est vrai, c'est-à-dire que l'être humain lui-même est de l'ordre du mathématique. Puisqu'on lui attribue, si vous faites une synastrie par exemple entre deux thèmes, on a l'impression de parler de deux êtres mathématiques qui se connectent et qui peuvent être définis mathématiquement. Donc on ne peut pas dire simplement... Donc ça veut dire qu'il y a une croyance, une autre type de croyance qui n'est plus du même ordre que tout à l'heure. La croyance selon laquelle l'être humain lui-même serait construit comme une sorte d'horloge. Moi, ça m'a toujours choqué cette idée que on va dire voilà telle personne que je sais pas que Saturne passe sur le soleil de la personne, sur l'ascendant de la personne, et que ça va se passer à 3 degrés du signe à telle date, etc. Comme si nous avions une mémoire, par exemple vous 60 ans en arrière. Voilà, votre planète, aujourd'hui, va passer sur votre thème natal. Il faut quand même avoir mais la mémoire. Oui, la mémoire. Bien sûr. Alors, il y a toujours vous parlez des végétaux, mais les végétaux, ils sont, enfin, il y a beaucoup d'êtres qui sont sensibles au cosmos, mais ils n'ont pas la mémoire de ce qui s'est passé au moment de leur naissance. Ils ont un rapport fluctuant avec il y a un flux
d'action qui se produit. C'est ça qu'a montré les gens qui travaillent sur la chronobiologie, c'est qu'il y a effectivement un processus cyclique. Mais là, il s'agit d'une mémorisation d'un moment particulier. Qui est le moment de la naissance, qui d'ailleurs n'est pas un moment, mais un processus. Oui, en effet. Mais une chose est certaine, c'est qu'au moment de la naissance, se créent dans le cerveau de l'enfant les premières grandes connexions neuronales. Et je pense que s'il y a une mémoire de l'instant de la naissance, de l'état de l'univers à l'instant de la naissance, c'est ce que l'univers a pu inscrire dans ses premières connexions neuronales, qui ne sont plus simplement celles de l'enfant relié à la mère et en osmose d'une certaine façon au travers du cordon, au travers du placenta, au travers... On sait maintenant, par exemple, qu'il y a même des échanges d'ADN entre l'enfant et la mère, c'est-à-dire qu'on retrouve de l'ADN de l'enfant chez la mère. C'est des recherches tout à fait récentes, ça. Donc, il y a le moment où tout d'un coup la séparation va se faire et l'enfant ne va plus avoir le filtre de la mère par rapport à l'univers. Les connexions neuronales qui se créent à ce moment-là, c'est la base de toutes les autres, de tout ce qui va se créer après. Si l'enfant naissait mature, il n'y aurait peut-être pas de mémoire. C'est parce que nous naissons immatures qu'il y en a eu. Oui, mais attention, vous savez, quand on parle de mémoire, là, on joue un peu sur les mots, parce que entre la mémoire que suppose la psychanalyse et la mémoire que suppose l'astrologie, il y a quand même des décalages. Là, on parle d'une mémoire mathématique, une mémoire au degré près. Il ne s'agit pas d'une simple mémoire d'un événement traumatisant qui peut avoir... Je ne parle pas d'événements traumatisants. Non, mais justement, je veux dire que ça n'est... Oui, mais non, mais justement, je dis que c'est bien tout à fait autre chose que la mémoire qu'envisagent les psychologues ou les psychologues. C'est tout à fait autre chose. Donc c'est une mémoire beaucoup plus... C'est pas du tout le même type de mémoire. Mais pourquoi ne pas accepter tout simplement l'idée que nous sommes marqués par l'évolution des cycles et que nous n'avons pas besoin de ce point de référence initial. À un moment donné, les choses sont comme elles sont, et puis voilà. D'ailleurs, l'astrologie horaire a une histoire très intéressante aussi, hein, il ne faut pas oublier. Au XVIIe siècle, William Lilly, son ouvrage Christian Astrologie, c'était l'astrologie horaire. Et l'astrologie horaire a probablement été pratiquée avant l'astrologie natale, la génétliaque, puisqu'elle n'exigeait pas la connaissance de l'heure de naissance, qui était quand même quelque chose de très rare, la connaissance de l'heure de naissance. Hein. Tout le monde ne connaissait pas son heure de naissance. Oui, c'était... Si tant est qu'on connaissait l'heure tout court. Alors que regardez je crois qu'il ne faut pas mettre la barre trop haut. Le public on peut plus facilement accepter scientifiquement que nous soyons comme les mollusques, comme etc., sensibles au mouvement des astres, qui est en perpétuel mouvement. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose que d'accepter l'idée d'une mémoire du moment de naissance. C'est pas du tout le même niveau de l'astrologie. Pourquoi vouloir compliquer les choses quand on peut faire simple ? Nous sommes tout simplement sensibles au cours des astres. Mais pourquoi se référer nécessairement à ce point initial ? Ça demanderait un tel développement que là, je peux pas. Un jour que j'écrive un bouquin là-dessus. Non, mais on a l'impression que ceux qui parlent au nom de l'astrologie, ils donnent des verges pour se faire fouetter. C'est-à-dire qu'ils mettent au lieu de prendre un profil bas, ils mettent toujours tout de suite la barre très très haut. C'est la totalité, c'est le moment de la naissance, alors qu'on pourrait avoir des positions stratégiques beaucoup plus raisonnables. Comme de dire par exemple que l'astrologie étudie ce qui est fluctuant dans le monde. Il y a des choses qui sont fluctuantes. Il y a des empires qui naissent, des empires qui disparaissent. Il y a des moments où les chefs dominent, un moment où c'est le peuple qui domine. Enfin, il y a des tas de dualités qui sont importantes. À ce propos, Madame Béduno,
Est-ce que le mot dualité vous inspire? Est-ce qu'il revient? Parce qu'apparemment, c'est quand même un concept fondamental, Je parle plutôt de polarité sans que parler de dualité, yin-yang. mais, Oui, non, mais d'accord, mais est-ce que vous avez des choses à nous dire sur la notion de dialectique, de polarité, de dualité? non, Ou pas est-ce que, ce soir. Là, je suis trop crevée pour rentrer dans une discussion parce dans ce que, domaine. d'accord, mais je veux dire que ce qui est de l'ordre de la dualité semble particulièrement voué à intéresser l'astrologue, que ce soit la dualité. Ah, mais effectivement, c'est... Donc là, on est très loin de la totalité, et la dualité n'est pas la totalité. C'est ce qui, ce qui est duel dans la totalité qui intéresse l'astrologue, mais pas la totalité brute. Et non, la, c'est la conjonction, totalité structurée. la conjonction d'une planète avec une étoile, par exemple, c'est vrai que c'est un sujet tout à l'heure vous disiez qu'effectivement on avait tendance à négliger les étoiles, mais je pense que vous-même vous les utilisez pas beaucoup, les étoiles fixes dans votre Ça travail, dépend. parce que c'est assez rare. Je crois que l'astrologie, on parlait tout à l'heure de déperdition ou de corruption des savoirs, on se demande pourquoi l'astrologie s'est privée progressivement du référentiel stellaire. Moi, je m'en sers beaucoup du référentiel stellaire grâce à Internet, exactement grâce à l'informatique, qui permet, bon maintenant je vais le chercher sur Internet, mais pendant un temps j'avais des logiciels que Maison. j'installais sur mon ordi, mais qui permettent de visualiser l'état du ciel constellaire à un moment donné, ciel visible, ciel invisible. Et là, on peut voir avec l'ensemble des constellations, et pas seulement la bande zodiacale, qui finalement raconte à chaque fois une histoire. Surtout si les planètes se posent dans cet ensemble. Et ça, je m'en sers beaucoup. Oui. Vous pouvez nous expliquer un peu, enfin pour nos auditeurs, comment vous utilisez ce rapport avec les étoiles? Comment ça intervient dans votre travail? Si on prend, c'est finalement, je fais plusieurs thèmes différents, dont l'un est tout simplement, si je dois faire le thème d'une naissance ou d'un événement d'ailleurs, la première chose que je vais regarder, je ne vais pas calculer les planètes dans le zodiaque, etc. Je vais aller droit à ces logiciels d'astronomie pour regarder le ciel visible, horizon par horizon. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se lève, qu'est-ce qui se couche, qu'est-ce qui culmine, qu'est-ce qu'il y a au sud, qu'est-ce qu'il y a au nord, quelle constellation, quelle planète, quelle histoire ça raconte. Si je considère les constellations comme étant un zodiaque au sens étymologique, c'est-à-dire un cercle ou une sphère de vivant, là, ça devient tout à fait intéressant parce qu'on peut avoir oui, ça raconte une histoire. J'appelle ça un peu le mythe personnel ou le mythe de l'instant. La légende. La légende. Après, je restreins au zodiaque, mais après seulement. Ouais. Et je n'oublie pas les étoiles. C'est une sorte d'astrosophie en fait. Oui, si on veut. Vous-même, vous observez, je crois que vous n'observez pas spécialement le ciel vous-même. Quand je peux, oui. Vous le connaissez un petit peu, vous vous repérez? Assez bien. Ah, Assez bien, mais bon, je ne reconnais pas forcément tout le temps.
faut dire qu'en région parisienne, c'est très difficile parce qu'il y a trop de pollution lumineuse et trop de nuages. Même à Palaiseau? Oh. Même à Palaiseau. Toutes les routes ont des réverbères allumés, hein. Même à Palaiseau. Mais vous ne pensez pas que l'astrologie, à un moment donné, était une science que le peuple connaissait, il pouvait suivre, et qu'il lui fallait des signes relativement simples, comme une planète qui rejoignait une étoile? C'est pas des choses. Moi, j'ai l'impression que l'astrologie d'aujourd'hui est complètement décalée par rapport au peuple. Par rapport au peuple, je n'en sais rien, mais en tout cas parce que de toute façon, le peuple ne lève plus la tête. Donc, Oui, mais il l'a levé. Alors, si on essaye quand même de retrouver l'astrologie qui pouvait être pratiquée il y a 3-4 000 ans. C'est celle-là qui fait référence quand même quelque part. mais elle était faite en regardant directement le ciel, et puis effectivement en le mémorisant aussi par des tables. On a des tablettes astronomiques Oui, depuis Sumer. oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit dans les miniatures médiévales. Ouais. L'astrologue, c'est un monsieur qui a un compas dans les mains et qui lève les yeux au ciel et qui prend des angles entre des étoiles ou entre des planètes. On ne sait pas si c'est l'astronome ou l'astrologue. Enfin. C'est la même chose. À l'époque, c'est la même chose. Mais plus l'astronome est devenu... Actuellement, il n'y a pas un astronome qui regarde le ciel. Son télescope regarde le ciel. Lui, il regarde son ordinateur. Ah, c'est clair, hein, vous allez, mais ne serait-ce qu'au pic du Midi. Et parce qu'ils n'ont pas non plus les mêmes objets d'étude. Non, on est bien d'accord. Mais si l'astrologue à notre époque est devenu quelqu'un qui travaille sur papier, qui travaille ou sur ordinateur, qui travaille avec des mathématiques et des dessins de traits dans un rond, avec des signes très abstraits, qui dessinent les planètes. S'il a un imaginaire mathématique... C'est parce que les astronomes sont comme ça aussi? Absolument, ça a suivi. Oui, oui. Et parler de zodiaque à l'heure actuelle me fait un petit peu rire, parce qu'on n'est plus dans le rapport au vivant. Donc finalement, est-ce que vous partagez cette mythologie astrologique qui voudrait que la découverte des nouvelles planètes corresponde à des stades de progression de l'humanité, de la conscience humaine, ça fait partie des mythes des astrologues? Je ne parle même pas de l'ère du Verseau dont vous ne nous avez pas parlé encore. Non, dont j'ai vraiment pas envie de parler. Vous n'avez pas besoin de l'en parler d'ailleurs. Mais j'ai l'impression, puisque vous parlez des rapports astrologie-astronomie, que quelque part, ce sont les astronomes qui nomment les planètes nouvelles et les astrologues qui reprennent plus ou moins ces noms qui ont été donnés par ces astronomes qui deviennent des oracles eux-mêmes. Les astronomes deviennent des oracles qui sont commentés par les astrologues. Qu'est-ce que vous pensez de cette mythologisation de l'astrologie moderne, de l'astronomie moderne? Est-ce que ça a été un cadeau empoisonné pour les astrologues ou est-ce que c'est au contraire une providence? Très complexe. Qu'est-ce qui fait qu'on va nommer quelque chose qu'on découvre? Qu'est-ce qui fait qu'on va donner un nom? Alors il y a évidemment l'ego quand on va donner son propre nom, pas très intéressant. Oui, qu'on a failli appeler Herschel Uranus. Voilà. Là, il y a eu un massacre de fait au XVIIIe siècle, quand on a commencé à vouloir être positiviste, enfin à vouloir être rationnel, et qu'on a cassé
tout ce que les gens du Sud, je parle des Amérindiens, je parle des Africains, la façon qu'ils avaient de nommer le ciel, on ne la connaît plus. Qu'est-ce qu'on a mis à la place? Le chevalet du peintre, ce qui n'a. Je veux dire, moi, trouver une légende avec la constellation du microscope, oui, bon. Oui, parce que vous nous rappelez que vous faites un travail avec ces notions-là, c'est vrai, concernant la légende individuelle et personnelle. C'est pour ça que c'est qu'il y a un problème. Moi, je cherche actuellement si on pouvait retrouver, si des ethnologues ont pu obtenir, par exemple en Amérique du Sud, la façon de nommer les constellations, la façon de les légendes associées, etc., etc. Tout ça pour l'hémisphère sud, finalement, nous, on l'a perdu au profit d'une façon de nommer qui était purement cérébrale, purement mentale. C'est vrai pour les constellations, alors que par contre pour les planètes, on s'est rattrapé. Alors, on s'est rattrapé, mais pourquoi? On s'est rattrapé au XXe siècle. C'est pas vraiment rattrapé avant. Bah si, Cérès, Pallas, Vesta, c'est aussi des planètes, des astéroïdes du début du XIXe siècle. Oui, oui, c'est vrai, mais... Galilée, il avait commencé par appeler les satellites de Jupiter, il les appelait les satellites Médicis, les planètes Médicis. Le XVIIe siècle ne souhaitait pas mettre la mythologie au service de l'astronomie. Ce n'est qu'à partir de... Non, parce que la mythologie au XVIIe siècle, c'était le langage de l'alchimie. Il a fallu attendre pour utiliser la mythologie, presque la Révolution française en fait. Hein. C'est Bode qui a empêché Herschel de donner son nom à Uranus en disant non, je vais mettre Uranus, et à partir de là on a continué. Et en 1801, c'est Piazzi qui a nommé Cérès. C'est là où c'est intéressant, parce que à partir du moment où on a décidé chez les astronomes que les noms qu'on donnerait seraient tirés des mythologies, d'abord de la mythologie grecque, et maintenant, comme elle est insuffisante, c'est de l'ensemble des mythologies, Varuna, c'est ça. On a forcément, et très probablement inconsciemment de leur part, les résonances de l'inconscient collectif, les résonances des mythes ont joué. Et je pense que les planètes ou les planétoïdes ont été bien nommés. Vous êtes au courant de l'affaire Pluton? Oui, bien sûr. Qui ont été détrônés de son statut de planète à part entière pour devenir une planète astéroïde en quelque sorte. Un astéroïde, un gros astéroïde, oui. Ou une petite planète. Mais j'ai l'impression que c'est une sorte de galère dans laquelle les astrologues sont tombés. Vous dites que les astrologues l'ont fait. Est-ce que les astrologues étaient obligés de suivre? Est-ce qu'ils étaient obligés de remettre en question leur tradition du septénaire pour accepter ces nouveaux éléments? Est-ce qu'ils ont gagné au change? Déjà, c'est comme s'ils avaient déconsidéré leurs prédécesseurs. Non, je ne le vois pas comme ça, mais... Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des domiciles des planètes, avec l'introduction des nouvelles planètes dans les rapports avec les signes? Bon, déjà, moi, les histoires de domicile, d'exaltation... Ça vous inspire pas? Je prends ça avec... Non, c'est pas que ça m'inspire pas. Ça fait partie d'un certain acquis, d'une certaine tradition astrologique. Par contre, je n'ai pas encore compris exactement pourquoi on a fait cette classification.
Donc je l'utilise, mais avec parcimonie. prudence. Mais par contre, vous, je suppose que vous êtes, je vous fais un procès d'intention, mais je pense que quand vous utilisez la technique des maîtrises, mettre de 8 en 5, mettre de 9 en 4, etc., vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est trop séduisant. Non. Non, vous laissez tomber ça? Non. Ça fait partie de ce que j'appelle l'astrologie tardive. Non, j'utilise d'autres choses. Alors, qu'est-ce que vous utilisez? Quels sont vos outils privilégiés? Dites-nous tout. Les aspects que je prends en général à moins d'un degré d'orbe. Et les angles? Les angles, oui, bien sûr. Et je prends un thème comme un tout qui va me parler. Mais je ne vais pas utiliser systématiquement tel ou tel outil. Je dirais que chaque thème porte en lui sa façon d'être lu. D'accord. Mais ça, l'astrologie est une science, mais c'est aussi un art. Oui, c'est ce que vous disiez dans votre texte, la dialectique entre science et art. Comme la médecine. Oui. Il y a des médecins qui peuvent être tout connaître en théorie et qui n'auront jamais un diagnostic sain. Alors justement, à propos de l'interdisciplinarité, l'astrologie, vous la rattachez à quel champ de la recherche? À quel domaine vous la rattachez plus généralement? À la médecine, à la psychologie, à l'histoire? Elle fait partie de quel ensemble de disciplines? À la divination? Pour moi, elle est transdisciplinaire par essence même. Oui, mais est-ce qu'elle est la seule à l'être? Non, bien sûr. Alors justement, alors quelles sont les disciplines dont vous la rapprocheriez jusqu'à un certain point? Oui. De l'alchimie. Justement, vous nous avez pas beaucoup parlé d'alchimie. Apparemment, c'est une référence importante pour vous, l'alchimie. Oui. En quoi l'alchimie et l'astrologie sont-elles connectées? Par bien des aspects.